journée consacrée au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et j'ajoute moi toujours, parce que l'honneur, ça se mérite, et que dans ton cas, il n'y a absolument aucune discussion dans cette affaire. Oui, chers amis, je suis absolument nul à lire les discours. C'est pour ça d'ailleurs que je vais forcer pendant toute ma carrière de ne pas les lire. Mais bon, dans un moment aussi solennel, je vais quand même préparer un petit support. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus, pour certains de très loin, et puis remercier Alain Rousset de nous recevoir ici. On faut monter ça depuis un certain temps. On aurait préféré que ça se situe rue Esprit des Lois, mais la maison est privée, là-bas, rue Esprit des Lois, c'est bouclé. C'est dommage, parce que là-bas, il y aurait eu en plus une nostalgie, bon, et puis une présence physique de ce que nous avons vécu au début de la région. Nous étions une toute petite équipe. Et je voudrais remercier Pierre de m'avoir accepté de me remettre cette médaille. Ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver mes vieux maîtres de l'université. Moi, je n'étais pas prédisposé à des études. Je suis rentré d'ailleurs à l'université parce que j'ai vu de la lumière. Il y avait trois copains qui prenaient plutôt cette voie qu'une autre. Chez moi, le diplôme le plus élevé, c'est le diplôme de brevet du collège de ma mère. Bon, je n'étais pas prédestiné à tout ça et je sais ce que je dois à l'éducation nationale et à l'université en particulier, où là, vraiment, je suis épanoui, sans forcer beaucoup d'ailleurs, mais en faisant quand même ce qu'il faut, et surtout j'ai gagné une très grande autonomie intellectuelle. Bon, mes chers amis, c'est pas une figure de style, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là ce soir. Je sais pourquoi vous êtes là, mais Nadine peut témoigner que le matin du 1er janvier 2020, on était un peu avachis sur notre canapé, et puis bon, on avait les téléphones portables, puis on dit tiens, on va envoyer un message au tonton, à la tata, aux copains. Puis de temps en temps, les messages étaient intercalés par félicitations. Bon, on demandait ce qui se passait, puis à un moment donné, il y a un type qui dit félicitations, bravo, je mets 3 points d'interrogation, et il me répond t'as la Légion d'honneur. Bon. Vous aurez compris que je ne suis pas un assidu particulier du journal officiel du 1er janvier ou du 14 janvier. Il y a des guetteurs de journal officiel. Ça existe. Mais personnellement, ce n'est pas une littérature qui me ravit. Et surtout, je n'ai jamais été, comment dirais-je, très obsédé par les décorations nationales. Et je considère très franchement que se faire décorer parce qu'on a vécu extrêmement heureux dans sa vie professionnelle, en multipliant les expériences, c'est ajouter un privilège au bonheur. Donc voilà, je pense que cela étant, on va faire semblant quand même de se dire qu'on l'a mérité au niveau des transports, puisque c'est Elisabeth Borne qui me l'a attribué. Elle était à l'époque ministre des Transports. Donc je vais faire semblant, pour jouer le jeu, de considérer que c'est à cause de mes services distingués rendus au transport que j'ai cette médaille. Mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit le motif principal. Enfin, quoi qu'il en soit, je voudrais exprimer à Elisabeth Borne à la fois ma profonde reconnaissance et au passage tout de même mon admiration pour sa remarquable endurance à Matignon dans les circonstances politiques que l'on sait. J'ai longtemps hésité à organiser cette remise, parce qu'à partir d'un certain âge, on ne peut pas s'empêcher de considérer que c'est soit l'antichambre de l'EHPAD, soit un clap de fin au cinéma. En tous les cas, ça survient en ce qui me concerne à un âge où je ne fais pas trop d'illusions sur l'avenir, même si je ne le détale pas. Mais tout bien réfléchi, ni la République malmenée, ni Elisabeth Borne ne méritaient que je néglige par snobisme ou par, je ne sais pas, quelques manifestations d'ingratitude, la remise de cette décoration. Et en outre, j'en ai conçu finalement le projet de retrouver
quelques strates de ma vie, de les rassembler. Une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas ici. J'ai beaucoup négligé de gens, je ne pouvais pas inviter tout le monde. Ce parti pris qui était de faire venir ici ou d'inviter des gens qui, aux différentes étapes de ma vie, ont compté pour moi, m'ont aidé, vis-à-vis desquels je me sens redevable, tous, à quelque niveau vous ayez agi. Il y en a bien d'autres vis-à-vis desquels je suis redevable. Ce parti pris fait que vous ne connaissez pas, mais moi je vous connais tous. C'est très avantageux, ça nous permettra de prendre un pot assez chaleureux. Voilà. Je voudrais évidemment, puisque j'ai convoqué ici tous ceux qui ont compté pour moi, y compris deux prestigieux présidents de syndicats viticoles, des responsables viticoles, et Dieu sait si tous les autres savent ce que j'ai donné à la cause viticole et combien le vin a accompagné mes campagnes et les moments les plus rugueux. Donc il était normal, cher Dominique et cher Bernard, que vous soyez associés symboliquement. Plus j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous quand on s'est croisés, vraiment beaucoup de plaisir. Et donc il y a y compris le monde viticole qui est présent ici. Mais évidemment, je voudrais avoir une pensée particulière pour Philippe Madrelle, qui aurait naturellement été au premier rang d'entre vous ce soir, mais aussi pour mon père Guy, enfant de l'assistance publique, pour mes beaux-parents, Roland et Simone, agriculteurs, pour l'oncle de Nadine, Georges, lui aussi agriculteur, pour ma mère, encore vivante, mais empêchée par le grand âge, toute personne que certains d'entre vous peu connaissent, et qui, évidemment, incarne la France profonde. Je voudrais aussi rendre hommage à ma sœur qui est ici présente, à mes très chers neveux. Tout cela m'ont tenu très fermement les pieds sur terre, avec évidemment le soutien inestimable et endurant de Nadine et de mes enfants ici présents. Parce que quand on fait ces métiers, et qu'on le pratique un peu comme je l'ai fait, c'est-à-dire de façon aventureuse, opportuniste, je dis bien, cher Benoît Lasserre, que le Sud-Ouest avait titré, quand j'ai été réélu après avoir démissionné à un mois d'intervalle dans un truc inexplicable, au Conseil général de Talence, une élection de cascadeur. Bon, j'ai pas fait une carrière de tout repos, mais si vous voulez, il y avait quand même un peu de frisson, quoi, et donc j'aimais ça. Donc à vous tous, à ma famille, à Alain près duquel j'ai débuté dans le petit chaudron de la rue Esprit-des-Lois, avec Alain Anziani, notre cher Alain Anziani. Eh bien, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance parce que je sais ce que je vous dois. Vous aurez noté que j'ai pris le parti de me faire remettre l'insigne par un de mes professeurs d'université, Pierre Delfaux, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté. Je lui ai fait faire un pinceau, il y a passé une partie de l'été. Parce que c'est vrai, Alain, que j'écris beaucoup, et donc, très franchement, c'est très immodeste, et c'est voué à une indifférence totale, mais je suis en train d'écrire mes mémoires, j'en suis à peu près à un peu plus de 500 pages, et donc il se les est tapés quand même pour savoir exactement, en universitaire appliqué, ce que j'avais fait. C'est pour ça que rien n'est faux dans ce qu'il a raconté, il ne s'est pas trompé, et il en a retiré la substantifique moelle. Voilà. Mais j'ai fait ce choix de me faire remettre par un de mes maîtres. Bon, d'abord, je le disais tout à l'heure en aparté, parce que les politiques sont susceptibles. Donc si vous en choisissez un, tous les autres sont excellents. Mais plus sérieusement, c'est parce que je garde de mes années d'étudiant, puis de modeste chercheur à l'Institut d'économie régionale du Sud-Ouest, dans l'équipe du doyen Lajugie, de Claude Lacour, Sylvette Puissant qui était ma collègue, et de Pierre Delfaux, la reconnaissance d'un armement intellectuel qui a vraiment été non plus surviatique. Ça m'a évidemment énormément aidé dans la vie. J'ai en particulier acquis ce que l'enseignement républicain peut donner de plus noble, c'est-à-dire une autonomie intellectuelle et une indépendance d'esprit intransigeante, qui ne sont pas des atouts de premier rang en politique, mais qui m'ont préservé de confondre dogmatisme et vérité, conviction et certitude, militantisme et sectarisme, dévouement et courtisanerie, admiration et idolâtrie. Voilà, il se trouve que ma génération était une génération plus facile que la précédente, après-guerre, et que les conflits de loyauté déchirants qu'on peut avoir entre suivre son chef, suivre son parti et ses propres convictions
avec beaucoup moins de conséquences que dans les années 40, par exemple, ou en particulier à Bordeaux. On a vu pour des raisons de fidélité des gens prendre des voies qu'ils ne voulaient pas prendre. Moi, grâce à mes universitaires ici présents, toutes les universitaires qui m'ont éduqué, instruit, ma boussole, la boussole dont il m'avait doté, n'a laissé le soin à personne de fixer mon cap, et ça, c'est extrêmement précieux. Alors, je sais bien ce qu'on peut entendre, il est incontrôlable, bon, voilà, oui, mais au moins, dans ce monde compliqué, qui est la vie politique, je pense qu'il faut savoir garder sa lucidité, et surtout, si on veut être en accord avec soi-même, agir le plus possible en fonction de ses convictions. Bon, avec le recul en particulier, il est un acte dont je m'honore, qui m'a été extrêmement néfaste, mais je ne le regrette absolument pas. C'est quand en 2005, je n'ai pas suivi mes mentors dans le non au traité constitutionnel européen. Je n'ai pas suivi mes mentors. Évidemment, je n'ai plus aucun soutien au PS, et évidemment, j'ai perdu le mandat de député européen, mais très franchement, c'est une pratique de la politique qui me convient parfaitement. J'aurais été très très mal à l'aise, et je le serais encore aujourd'hui si j'avais pris la mauvaise voie, simplement parce que j'avais des amitiés fortes, puissantes, qui me demandaient de le faire. Voilà. Et si j'ai d'autres satisfactions politiques, c'est d'avoir contribué à lancer de brillants disciples, dont la présence ici de Michel Delaunay, et l'absence circonstancielle, accidentelle de Bertrand Dubois, qui est directeur de cabinet de la métropole qui est en train de siéger, témoigne aussi aujourd'hui avec éclat. Je suis vraiment très très heureux de ne pas avoir laissé derrière moi un désert, mais au contraire d'avoir autant que possible. Alors là, c'est dans le domaine politique, ils y sont tous encore, avec une très belle réussite, mais il y en a d'autres comme mes assistants, j'en vois quelques-uns, auxquels je disais quand je les recrutais, c'est bien d'y rentrer, c'est mieux d'en sortir, avec qui ont réussi de très belles carrières. Emmanuel Arcobelli, qui est maintenant le directeur juridique de la maison, là, de la région. Et il y a aussi Fanny Forest qui est derrière et qui est la patronne des relations publiques institutionnelles de l'UIMM, c'est-à-dire du patronat, d'une grande branche du patronat, et quelques autres qui ont quand même très très bien réussi. Je suis également très heureux que Pierre Sadran et Robert Lafort, grands bâtisseurs de ce qu'est devenu Sciences Po Bordeaux, vraiment, ils laisseront derrière eux, je ne sais pas s'il faut revenir à Sappho, mais quelque chose d'extrêmement puissant, entouré de Jean Petot, ici présent, Didier Chabot, qui étaient mes collègues, extrêmement bienveillants et sympathiques à Sciences Po. Je suis très heureux de leur présence. Ils témoignent de mes années d'enseignement dans cette belle maison, et j'avoue que j'y ai pris, du moins elles m'ont donné des satisfactions intellectuelles et humaines profondes. Je n'ai pas souffert d'être sorti complètement de la lumière de la vie publique, mais par contre j'ai eu au contact des étudiants et aussi tous les professeurs qui nous environnaient des satisfactions considérables. Ça m'a fait beaucoup bien. Parfois regretter d'ailleurs de ne pas avoir absolument continué, de ne pas pouvoir tout faire en même temps, mais en tout cas, je voulais remercier de m'avoir fait confiance. Je pense que j'ai essayé d'honorer le contrat le mieux possible à Sciences Po, et j'en ai gardé finalement des traces encore, parce que je rencontre à Paris, ici, là, des tas d'étudiants, finalement, qui par leurs souvenirs, me renvoient quand même quelque chose de positif. Et puisque ma vie n'a été faite que d'improvisation, finalement heureuse, je conserve de mes passages épisodiques dans le privé. D'abord, la satisfaction personnelle d'en avoir relevé le défi, qui n'est pas forcément naturel pour des gens qui ont mon parcours. J'ai malheureusement beaucoup de collègues, anciens députés, qui ont beaucoup de difficultés à rebondir, et qui ont été obligés, y compris les ministres, de trouver des postes extrêmement faibles. Mais j'ai reçu aussi, j'en ai acquis l'enseignement que le monde de l'entreprise, qui n'est pas de tout repos, qui a ses défis, est plutôt moins rugueux, en tout cas plus rationnel, plus prévisible, et moins injuste que le monde politique. Le politique, ce n'est pas la performance qui fait la carrière.
Ça peut être les circonstances, ça peut être le charisme, enfin voilà. Donc il faut surtout se détacher de ça quand on fait de la politique, autrement on est très très malheureux. J'en profite pour saluer les représentants du privé ici présents, au premier rang desquels Laurent Mazy, qui est au fond là-bas, et qui est le directeur des affaires publiques de Transdev, deuxième entreprise ferroviaire française, très présente à l'étranger, mais aussi présente dans le réseau public de transport. Je voudrais aussi saluer Mathieu Collet. Voilà, Mathieu Collet qui a été un temps assistant un de mes assistants à Bruxelles, et d'un dynamisme incroyable, qui est un enfant des quartiers HLM de Grenoble, et qui préside aujourd'hui une entreprise d'affaires publiques de 50 personnes, si peu, c'est, excusez du peu, installée à Paris, avec laquelle je travaille évidemment, installée à Bruxelles et installée au Maroc, qui parle une dizaine de langues, et qui est pour moi un bal jouvence sans cesse réitéré. D'ailleurs, on va faire la fête le 14, hein, c'est bien ça, Mathieu, pour fêter Noël, comme d'habitude. Alors, il faut se déguiser. L'année dernière, c'était en Polo. Cette année, je ne sais pas, mais enfin, c'est assez, voilà, assez exotique et très sympathique. Bon, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez fait l'effort d'y être, évidemment, en venant de loin. Mais c'est aussi parce qu'Alain Rousselet nous y reçoit. Celui aujourd'hui, président de la grande région d'Aliénor, mais aussi celui d'hier, il y a plus de 40 ans, il a dit 42 ans, de nos débuts en politique, sur les fonds baptismaux du Conseil régional, avec notre cher complice Alain Ziani et une poignée d'autres qui sont ici, et qui se sont reconnus immédiatement, même s'ils avaient un peu vieilli. Nous avons beaucoup appris de la politique, et c'est auprès d'eux et avec eux que j'ai forgé ma culture politique, passionnée d'action publique, engagée, mais ouverte et tolérante, et finalement, pour nous trois qui n'en sommes pas originaires, assez représentatif d'un esprit girondin. Et c'est vrai que ni moi, ni Alain Ziani, ni Alain Rousselet ne sommes originaires de la Gironde. Vous regardez, les Girondins qui font carrière politique en Gironde, sont assez rares. Chavon n'était pas Girondin, c'est Jacques Valade, je crois, qui a fait pratiquement exception. J'ai eu la chance inestimable de pratiquer la politique à pratiquement tous les niveaux où elle agit et où elle s'imprime. Niveau local, qui ne ment pas, niveau national, niveau international. Ça a été une chance considérable. J'ai sans doute été un être un peu hybride dans chacune de ces mandats qui ont été les miens. C'est-à-dire quand j'étais mandat local, je levais le nez, et un mandat national, je le baissais un peu pour dire est-ce qu'on se préoccupe bien du réel, parce qu'on n'est pas en train de rêver, de faire des choses un peu technocratiques. Alors de la retraite, qui pour moi a sonné par ma défaite de 2017, je parle de la retraite politique, on se demande quel feu intérieur inextinguible nous attache encore à la politique. C'est, pour moi, et un peu réfléchi, bon, ça se fait qu'on est drogué de la politique. On en sort, même si, comme moi, on n'a pas l'habitude de regarder derrière. On se dit, c'est quand même pas mal, on regarde au moins les infos, on fréquente les copains, on débat, on échange, on analyse la société, les événements politiques. Tous les réfléchis, moi j'ai adoré la politique, et je l'adore encore, parce que c'est la vie en grand temps. On a l'habitude de dire que les élus aiment la politique par griserie du pouvoir, mais je pense que pour la plupart d'entre eux, bien sûr, il y en a celles avec les élus du pouvoir, pour la plupart d'entre eux, c'est le privilège d'aborder la vie sous tous ses angles. Rien n'est interdit de la politique. Et on a un champ d'intérêt, une vision sur le monde, des fréquentations à la fois très modestes et très élevées, qui font que c'est absolument inestimable. On a les deux pieds dans son époque. On vit à la fois les turpitudes, les bonheurs, les évolutions, et pour celui qui fait son travail correctement en politique et qui est curieux, comme je le suis, tout est à portée. J'ai été visiter des prisons, on a fréquenté des PDG célèbres, Albin Chalandon, enfin, on se souvient. On a malheureusement été foyer Leydet. Il y a peu de fonctions qui nous permettent, je veux dire, alors je vois les journalistes, vous, ça, c'est possible, mais nous, mais c'est comme vous, c'est comme nous. C'est-à-dire que quelque part,
on est dans le roman total d'une époque, et on a du mal à en sortir, évidemment, de ce roman. Voilà. Il y a deux motifs d'épouser la politique, que les Anglais savent distinguer par deux mots, soit par goût de l'action publique, c'est-à-dire des politiques publiques, hein, les transports, soit par goût du combat pour le pouvoir, même si le second est un peu un passage obligé vers le premier. La conduite des politiques publiques est généralement laissée dans la vie politique aux plus besogneux qui préfèrent les dossiers aux joutes tactiques. Ils y rendent de grands services, mais ils ne font pas la grande histoire. C'est dans ce registre, principalement, que j'ai évolué en politique. J'ai été un homme d'action publique, de politique publique, de dossiers. Les grands politiques se distinguent, eux, par leur goût et leur science de la bagarre politique. Alors ce n'est pas spontanément la dimension qui est la plus populaire, mais ça n'est pas la moins noble en démocratie, où elle a pour fonction de sélectionner les ambitions, autrement que par la violence primitive, qui prévalait avant que les Grecs, les Lumières, essaient de les encadrer par des institutions permettant de l'endiguer. Alors si je me permets un peu ce détour qui vous paraît curieux, c'est parce qu'on voit bien que le monde est à nouveau tenté par le retour du barbare, comme le titrait un grand hebdomadaire national au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. Le barbare s'est encore manifesté tragiquement le 7 octobre dernier par l'insoutenable pogrom terroriste du Hamas en Israël et les massacres de civils innocents qui font désormais de part et d'autre l'ordinaire des conflits modernes. Le barbare n'est hélas qu'une tragique routine pour bien des peuples du monde, mais c'est pour nous le retour de vieux spectres, dont ma génération d'enfants gâtés de l'après-guerre a eu le privilège et la présomption de se croire définitivement préservés. À la fin du siècle dernier, de grands esprits occidentaux se sont grisés de la chute du mur de Berlin, jusqu'à y voir une fin d'histoire, d'autant plus heureuse qu'elle annonçait, à leurs yeux, l'universalisation définitive de la démocratie occidentale. Non seulement l'usage de la force et de la terreur entre les nations et les peuples se banalise à nouveau, mais ils contestent désormais ouvertement la longue et patiente construction d'une communauté de droit. Le grand Churchill a eu le mot juste en déclarant que la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, vouloir dire par là qu'elle est imparfaite et toujours inaboutie parce que c'est une chose humaine. On peut partager ce relativisme, mais aussi s'alarmer que les valeurs et le modèle de société démocratique, plutôt civilisé et si chèrement acquis, soient aujourd'hui ouvertement combattus par une internationale de dictateurs et de régimes totalitaires qui menacent de l'extérieur notre modèle démocratique. En tout cas, il y a une crise profonde. Je pense qu'il faut quand même que la génération qui vient s'en préoccupe. Je parle bien ici évidemment de la démocratie et non pas de république, parce qu'il n'échappe à personne qu'il y a des républiques totalitaires. Voilà. Il nous arrive souvent à Nadine, avec Nadine, de nous dire que l'incompréhension du monde qui nous entoure et la nostalgie du passé constituent les symptômes typiques du vieillissement. Je le pense, évidemment. Je ne vois pas une génération âgée qui soit contente de ce que fait la génération nouvelle. Voilà, ou qui ne s'en effraie ou ne s'en inquiète. Les parents, c'est pareil, ces jeunes, voilà. Mais quand on observe autour de nous la défaisance étourdissante de ce qui a donné à notre génération le privilège de vivre en paix, en liberté, et dans une prospérité dont nous avons sans doute abusé, il y a tout de même motif à inquiétude pour nos enfants. Non seulement ils sont confrontés aux défis quasi existentiels de réchauffement climatique angoissant, mais voilà que leur époque est habitée par des obscurantismes, des radicalités et des tentations de repli délétères. Il faut entendre les griefs qui sont opposés à la démocratie. Elle n'est pas parfaite, il y en a beaucoup. Elle ne s'est pas toujours bien comportée à l'extérieur. Elle a manifesté une certaine vénalité avec les pays tiers-monde. Elle n'a pas toujours mis en application les préceptes moraux qu'elle prétendait imposer au monde. Elle est parfois frappée d'impuissance publique. Oui, elle n'est pas parfaite. Mais ces évolutions
démocratique qui découle tout autant de l'évolution de nos sociétés que de notre régime politique, si elle justifie de vigoureuses controverses politiques, tout à fait légitimes en démocratie, elle ne justifie pas que l'on perde de vue le privilège qui est le nôtre de vivre en démocratie et le lourd prix de sacrifice que les générations passées ont payé pour nous le léguer. Et aujourd'hui, le plus grand réconfort que l'on ait vis-à-vis des valeurs que l'on porte, j'aurais presque honte, le plus grand réconfort, c'est quand même le regard des femmes afghanes, des femmes iraniennes, des Russes embastillés au goulag, de tous ceux qui souffrent et qui aspirent finalement au privilège de vivre chez nous. Alors je veux bien qu'on critique beaucoup notre système, que l'on considère que ça ne vaut plus rien, que l'on s'en détourne, que l'on ne vote pas. Voilà, mais les gens qui ne sont pas des enfants gâtés savent ce que ça représente. Et donc, voilà, je voudrais faire passer le message qu'à défaut de pouvoir les aider, il faut au moins qu'on ait la dignité de défendre sans complexe ni concession les valeurs universelles, à un moment où elles sont contestées et menacées par des tribalismes identitaires. Bon, je n'épiloguerai pas trop sur le risque national populiste qui nous menace sérieusement. Quand même, il faut réfléchir pourquoi. Mais de ce point de vue-là, la France n'est pas toute seule. Vous avez noté que ça bascule un peu partout. En tout cas, pour ceux qui cèdent à sa banalisation, il ne s'agit pas d'être fasciste pour que ce soit dangereux. Mitterrand a eu des mots assez définitifs, c'était en 1995 dans le Parlement européen, en disant le nationalisme c'est la guerre. Simplement le nationalisme c'est la guerre. Pas la peine de faire des procès en fascisme ou en nazisme. Le nationalisme c'est la guerre. Et c'était en 1995. Et Poutine, il en fait des trop pratiques tous les jours. Et je suis très inquiet de voir ce qui se passe au plan européen. Parce que le nationalisme, ce sera aussi la guerre entre les nationalistes, ou la défaisance européenne, entre les nationalistes des États membres. Ça n'est pas parce qu'ils se soutiennent aujourd'hui que demain ils seront amis, puisque chacun sera arc-bouté sur ses intérêts nationaux, et qu'il n'y aura plus rien qui sera mis en commun. Donc nous sommes à cette période de l'histoire très compliquée, et ce qui m'afflige beaucoup, c'est que nous devons ce risque de basculement populiste, bien sûr, à l'ère du temps, mais enfin, il faut quand même qu'on fasse aussi un petit peu notre introspection. On le doit surtout à la très grande faiblesse. Peut-être que c'est un signe de vieillissement aussi. Après tout, les partis sont de leur époque. Et quand les époques changent, on a peut-être une difficulté à s'y adapter, ou il faut passer à autre chose. La très grande faiblesse des partis de droite comme de gauche républicains. La droite gaulliste est idéologiquement désemparée. Quant à la gauche, elle est rongée par le wokisme. Le wokisme, les éveillés. Il n'est pas, je trouve, illégitime, ça me pique. Il n'est pas illégitime de revenir sur son passé et d'en analyser les fautes éventuellement. Mais il est et donc d'essayer de les corriger, mais il est extrêmement dangereux de les faire déboucher sur des communautarismes identitaires qui se retournent contre la République, et c'est ça qu'aujourd'hui la démocratie et la République. On appelle la cancel culture, qui nous demande aujourd'hui de ne plus lire les Grecs et les Latins, parce qu'on ne sait pas quels défauts ils avaient, de débaptiser les rues Montesquieu, parce que Montesquieu était pour l'esclavage. Tout ça, c'est apporter des jugements définitifs, mais à mon avis vertigineux, c'est-à-dire extrêmement grave, sur une période passée moins civilisée que la nôtre, avec les yeux d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la post-réalité. Et la post-réalité, elle est en train de démolir complètement. Merci. Toi, tu me l'avais dit comme ça. Voilà, donc je suis très préoccupé. Cette gauche-là n'est pas la mienne. Cette gauche de la cancel culture, cette gauche qui veut
nous couper. Moi, celle que j'ai connue, c'est une gauche républicaine, laïque, tolérante, conviviale, et qui respectait même les cultures ouvrières et paysannes. Aujourd'hui, si vous faites un barbecue au beefsteak, vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Voilà. Et donc, moi, je suis très inquiet de cette intolérance qui est en train de se mettre en place et qui nous amène à mettre, et peut-être qu'on a été, il y a eu un abus de déni de toute la classe politique, à mettre l'identitaire au cœur du problème. Et ce n'est pas simplement l'identitaire entre les populations halogènes, c'est-à-dire venues, c'est l'identitaire tout simplement entre les différents groupes qui sont en train de se constituer en communauté, c'est l'identitaire entre le monde urbain mondialisé et le monde rural. Bref, on a une vraie question identitaire aujourd'hui qui est en train de prendre le pas sur notre rêve universaliste. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut quand même qu'on tienne bon sur les valeurs universalistes, mais on ne les restaurera pas si on ne le fait pas dans la justice sociale. On a beau dire aux enfants des banlieues, ça je l'ai réalisé beaucoup quand j'étais à Thouars et à Rabat, avec lesquels je parlais beaucoup, on a beau leur dire que la République c'est formidable, c'est universel, elle n'est pas universelle pour eux. Donc il faut que la République soit juste, égalitaire et universelle pour tous. Et c'est peut-être là où on a, la gauche, encore aujourd'hui, à la fois un devoir et des perspectives à faire valoir. Il faut qu'on soit à la fois extrêmement ferme sur les valeurs républicaines, parce que je n'en connais pas de plus civilisé. La démocratie, le citoyen, la citoyenneté, le fait qu'un citoyen envoie un autre, indépendamment de sa couleur de peau. Mais c'est terriblement contrebattu, tout simplement parce qu'on n'a pas été capable aujourd'hui, ou du moins on a laissé de côté l'injustice. Trop d'inégalités, trop d'injustice. Et donc j'aimerais bien que ce soit sur cette tonalité, celle d'un sursaut, d'un appel à la gauche et à la droite républicaine à se ressaisir, à ne pas laisser ce pays voué aux extrêmes, voilà. Avec fatalement de très grandes désillusions au bout du compte. Et j'aimerais qu'on termine sur cette petite note. Bon, je voulais vous faire part un peu de cet état d'âme, tout ça pour vous dire qu'on ne part jamais complètement à la retraite de la politique, vous avez compris. Et pour ne pas faire trop durer le plaisir, qui a déjà bien duré, je trouve que le volet qui va s'ouvrir est quand même le plus sympathique d'une année de ménage. C'est-à-dire un volet un peu convivial, et j'espère qu'on prendra le temps de se dire deux, trois mots et de cultiver l'amitié. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir, voilà, dans votre diversité. Je voudrais remercier Guillaume Annick, le chef de cabinet d'Alain Rousset, pour avoir pris en main l'organisation de ce moment. Et pour Marine Roux également, qui a été avec beaucoup de dévouement présente pour faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, on va prendre le pot de l'amitié, si vous le voulez bien, parce qu'il est consubstantiel aussi de mon militantisme. Tous ceux qui ont été dans mes permanences savent que ça se terminait tous les jours par un pot. Au moins. Merci à tous.